Olivier, bonjour. Bonjour Vincent. Quand on s'était vu en mars, au moment où le marché capitulait, vous recommandiez de pas trop jouer les rebonds si on était un investisseur de long terme. Bon, si on était un trader, on pouvait y aller. Quand on mesure aujourd'hui la performance, notamment celle du Nasdaq, qui s'adjuge depuis le début de l'année plus de 30%, ou bien encore celle du S&P 500, qui a rebondi de plus de 30% lui aussi en 3 mois, et le CAC 40 qui a repris 37% à l'heure où nous enregistrons par rapport à son plus bas de mars, est-ce que vous n'avez pas des regrets? Aucun. Aucun, parce que le rebond s'est fait sur un nombre très petit, très concentré de valeurs, dont des escroqueries sans nom, du genre Tesla par exemple, qui a touché plus de 2000 dollars simplement parce que à un moment où il voyait son titre baisser, Elon Musk, qui est quand même le meilleur VRP pour une valeur qu'on puisse imaginer, a sorti d'ailleurs à la suite d'autres valeurs technologiques américaines le coût du split. Alors j'aimerais bien que quelqu'un un jour m'explique comment un split peut faire grimper la valeur de 20 ou de 30%. C'est juste ridicule. Est-ce que vous comprenez bien que le split ne joue pas sur la valeur de l'action? Non, on est là rentré dans une espèce d'hystérie sur les indices, menée, je vous dis, par très très peu de valeurs, les GAFA en gros, pour ne pas les nommer, et qui sont une aberration totale. C'est-à-dire on est sur des niveaux qui correspondent plus à rien. Alors, on peut donner quelques chiffres tout de même. Par exemple, la capitalisation boursière de Tesla est identique à celle du MSCI World Auto, hors Tesla et Toyota. Donc, ça veut dire que c'est assez considérable. On est dans du grotesque. Et la capitalisation d'Apple était équivalente mardi soir à celle de toutes les sociétés du Russell 2000, qui est l'indice des PME. Alors, vous avez toujours les mêmes qui vont vous expliquer qu'on n'a rien compris, que Tesla, c'est pas un constructeur automobile, etc., etc., etc. C'est la même chose, vous savez, chaque grande période, en 2000, c'était la même chose. En 2008, il y avait un nouveau paradigme aussi. Enfin bon, à chaque fois, c'est la même chose, sauf que on finira par retomber sur nos pieds, et à ce moment-là, on s'apercevra que c'était une escroquerie qui n'était basée sur rien. Donc, on a une flambée des indices. Et pourquoi on a une flambée des indices? Tout simplement parce que les banques centrales sont là et que les gérants se disent de toute façon il peut rien nous arriver puisque elles sont là et qu'elles vont continuer à délivrer quoi qu'il arrive. Bon. Et elles seront là pour un moment. Et elles seront là pour un moment. Alors évidemment, c'est ça, on en avait parlé ensemble plusieurs fois, où je vous avais dit, le jour où il y aura un pépin, de toute façon, maintenant que les banques centrales sont market dépendantes, elles ne peuvent faire que ça. Donc, s'il faut 1000 milliards, elles mettent 1000 milliards. S'il faut 2000 milliards, elles mettent 2000 milliards. S'il en faut 10 000, elles en mettront 10 000. N'en doutez absolument pas. Et ça, c'est ce qui s'est passé. Elles ont débarqué avec des milliers de milliards et c'était la distribution. Donc, et vous pensez bien que, je vous rappelle qu'il y a des élections le 6 novembre. Le 6 novembre, c'est dans 2 mois. Vous pensez bien qu'ils vont pas lâcher le truc avant le 6 novembre. Donc, est-ce que ça tiendra jusqu'au 6 novembre? Moi, je pense qu'il n'y aura pas, en tout cas, de baisse majeure d'ici là, et qui feront absolument tout à coup de communication. C'est le whatever it takes de Draghi. Bah là, c'est pareil, si vous voulez, mais sur l'ensemble du monde. C'est-à-dire, on ne veut pas et on ne peut pas se permettre un repli majeur, donc on y va. Alors maintenant, le problème, c'est que c'est toujours la même chose, c'est-à-dire ne pensez pas qu'il n'y a pas de conséquences à ça. Tout le monde là est rentré dans un truc où on est en train de vous dire, finalement,
c'est un nouveau paradigme, quoi. On n'a plus aucun risque puisque les banques centrales feront ce qu'il faut. Oui, sauf que le front, ce qu'il faut, détruit l'économie réelle. Or là, on va s'en apercevoir à la rentrée, parce que vous avez eu cet été, en fait, depuis le déconfinement, vous avez eu quoi? Vous avez eu on a passé l'œil du cyclone, quoi, si vous voulez. On était dans l'œil du cyclone, donc il se passait rien, plus de vent, plus rien, plus de grosses nouvelles. On était un petit peu obsédé sur ces histoires de masques et sur la gestion abracadabrantesque de la crise sanitaire. Et puis, ça nous a fait oublier tout le reste. Simplement, pendant ce temps-là, vous avez des entreprises qui ont fortement dégradé leur bilan et qui vont mourir. C'est-à-dire, elles vont déposer le bilan là, à la rentrée. Elles vont licencier là, à la rentrée. Et ça, pour l'instant, ça passe carrément au-dessus de la tête des gens. Alors, vous avez eu... Les plans de relance sont pour vous inopérants ? Plan de relance, on voit bien que c'est une blague. Vous avez vu le plan de relance européen où, en gros, on paye 100 milliards pour en récupérer 40. Excusez-moi, mais enfin, je ne pense pas que ce soit très brillant, en l'occurrence. Et non, les plans de relance, c'est une blague. Et puis, c'est toujours la même chose. C'est fait... on essaie de régler une crise de la dette, justement, une crise de solvabilité, pas en rajoutant de la dette. Donc ça, moi, j'ai quand même intellectuellement, j'ai un problème avec ça, j'y arrive pas. Donc c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Donc là, on est en train d'empiler de la dette sur de la dette, etc., de rendre des entreprises qui auraient dû mourir, enfin des entreprises zombies. On est là à les endetter encore un petit peu plus pour qu'elles tiennent pendant quelques semaines ou quelques mois de plus. Mais à quel prix à chaque fois? C'est-à-dire que vous mettez de l'argent là-dedans à fond perdu. C'est le tonneau des Danaïdes. Donc vous êtes dans une espèce de course. Alors ça tient par la com, hein, mais la com c'est quand même pas tout. Et vous allez avoir, je vous dis, des licenciements massifs là à la rentrée. Personne n'a l'air de broncher là-dessus. Vous avez quelques économistes qui se battent gentiment pour savoir quel profil. Alors, ils étaient tous sur un profil en V, hein, je vous le rappelle. Alors maintenant, ils ont tous évidemment retourné leur veste parce qu'ils se sont aperçus que le V, c'était quand même pas raisonnable. Hein, donc, ils vous sortent maintenant la racine carrée pour les plus aventuriers. On a la reprise en cas aussi. Voilà. La reprise en cas. Enfin, moi, j'ai écrit un papier il y a quelques mois en disant ça sera une reprise en Z, c'est-à-dire pas de reprise en fait. Hein, vous descendez de 2 étages, puis vous continuez après flat. Et je pense que j'ai plus raison sur ma lettre de l'alphabet que les autres. Mais voilà. Enfin, on est dans quelque chose qui va pas se réparer lui-même. Quand vous discutez avec les gens, ils ont plus de sous. Alors on vous a dit ah ben oui, mais les Français ont considérablement épargné parce qu'ils pouvaient pas dépenser pendant mais ils n'ont pas épargné pour aller claquer maintenant chez Zara et dans les boutiques de vêtements. Ils ont épargné simplement parce qu'ils savent qu'ils vont se retrouver au chômage et qu'il va falloir manger, quoi. Donc ne vous trompez pas là-dessus. Et c'est pas parce que Monsieur Bruno Le Maire nous annonce, alors ça aussi aberration totale, Monsieur Le Maire nous annonce que grâce à la croissance que lui va générer avec ses petits bras, parce qu'il faut savoir que Monsieur Le Maire c'est un champion de la croissance, qu'avec la croissance qu'il va générer, comme si l'État pouvait générer quoi que ce soit, et surtout l'État français en ce moment, à part des bêtises, mais là il va nous apporter suffisamment de croissance pour rembourser la dette qu'on vient de faire. Mais c'est grotesque, on va se retrouver tous avec des dettes qui sont totalement irremboursables. Donc on est tous grecs aujourd'hui, on est tous en termes de données économiques, on est tous grecs. Mais est-ce que ces dettes, puisqu'elles sont monétisées, puisque c'est les banques centrales qui les achètent, tant que les banques centrales les gardent dans leur bilan, est-ce que finalement leur incidence n'est pas neutre ?
Alors, tant qu'elle les garde dans le bilan, vous ne risquez pas, a priori, d'avoir d'hyperinflation. Mais vous ne risquez pas non plus d'avoir de la croissance, parce que finalement, tout cet argent sert à quoi ? À acheter des actions et des obliges en bourse. Donc, c'est pas ça qui va vous donner de la croissance. Hein. Jamais ils ont réussi à se mettre dans la tête que l'inflation, c'était une combinaison, de masse monétaire plus importante, mais surtout de circulation. Or, ça circule pas. Quand vous avez une banque centrale qui donne des sous pour acheter des obligations, pour acheter des actions et les mettre dans le bilan de la banque centrale, ça ne peut pas générer ni croissance ni inflation. C'est ridicule de vouloir penser autrement. Enfin, ça ne veut rien dire. Et j'avais donné plusieurs fois l'exemple. Je vous donne 1 million d'euros, Vincent. Alors vous allez être ravi. Je vous donne 1 million d'euros. Vous allez le mettre dans votre coffre. Et je vous redonne la semaine suivante 1 million d'euros et vous allez le mettre dans votre coffre. Comment ça peut générer quoi que ce soit ? Ça ne génère rien. Bon, ben voilà, donc on est dans ce cas de figure, à part des hausses formidables sur des titres boursiers, alors que ça n'est justifié par rien. Est-ce que le début novembre, avec l'élection présidentielle américaine, peut constituer un point de bascule du marché ? Alors ça pourrait être... Je pense que vous avez 3 cas de figure. Hein. Vous avez une élection de celui que j'appelle Walking Dead, c'est Joe Biden, qui, franchement, est à l'article de la mort, le pauvre. Donc, ils le sortent comme ça, il est incapable de faire une phrase avec un sujet, un verbe, un complément. C'est pathétique. Lui, il a quand même annoncé que si jamais ils arrivaient au pouvoir, les démocrates, le taux d'imposition serait de 70%. Alors là, ça commence à faire réfléchir certains démocrates, mais avec beaucoup d'argent, qui commencent à se dire c'est peut-être pas une bonne idée cette histoire. Donc, je pense là, pour le coup, que la bourse prendrait un bon coup sur la tête. Vous avez l'élection de Trump, je dirais, facile et large. Et à ce moment-là, il va falloir qu'il délivre après, hein, parce que c'est joli les belles paroles d'avant les élections en promettant tout et n'importe quoi. Dont des millions d'emplois. Dont des millions d'emplois qu'il n'aura pas, évidemment. Et donc là, là aussi, la chute pourrait être brutale, mais peut-être pas tout de suite. Et puis vous avez pour moi la solution je dirais la pire qui soit, qui est une élection foireuse, très avec des bureaux sur lesquels il y a des malversations. Donc un résultat contesté. Voilà, une élection très contestée. À ce moment-là, les démocrates vont s'engouffrer là-dedans. Pour le coup, je pense que la guerre civile peut arriver assez rapidement si jamais il y a cette mauvaise élection, on va dire, du candidat Trump. Bon, alors quelle que soit l'issue, de toute façon, ça ne sera pas très favorable. De toute façon, mais c'est pas une question d'être favorable, c'est qu'il y a un moment où il va falloir quand même retomber un tout petit peu sur terre. Là... Vous voulez dire qu'on va se payer le mur de la réalité tôt ou tard et que cette date, finalement, ne change pas grand-chose ? Je veux dire, qu'est-ce qui a changé ? Moi, je veux bien entendre qu'on est rentré dans un nouveau paradigme où aucune dette ne se paye, où aucun prix n'est... Bon, mais enfin, je voudrais savoir ce qui pourrait justifier ça. Donc, vous avez des entreprises qui vont, je vous dis, licencier massivement. Vous avez des milliers d'entreprises qui vont déposer le bilan, etc. Moi, je veux bien qu'on continue à monter jusqu'au ciel pendant ce temps-là, mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Alors Olivier, si on balaye un petit peu la location que vous préconisez, il n'y a pas de grands changements par rapport à mars. Finalement, les actions, au vu de ce que vous dites, on a l'impression qu'il ne faut pas y aller.
Non, il ne faut pas y aller. Enfin, à part, je vous dis, si vous êtes trader et que vous visez le 6 novembre et que vous voulez continuer dans cette histoire, vous pouvez toujours jouer en bourse. Mais le réel investisseur, ou celui en tout cas qui cherche à protéger son patrimoine, lui, il faut qu'il fiche le camp de la bourse, il faut qu'il fiche le camp de sa banque. Il faut qu'ils fichent le camp de tous les produits qui sont des produits pourris au dernier degré. Enfin, je veux dire, est-ce que honnêtement, on peut penser à un moment que le trading à haute fréquence, c'est de la bourse? Non, c'est pas de la bourse. C'est rien, c'est juste ridicule. Est-ce qu'on peut penser que faire monter une valeur de 30% parce qu'il y a une division par 4 de son action, mais en quoi ça change la valeur de la société? Non, bien sûr que non. Donc, il y a un moment où il va falloir que les gens tombent un petit peu dans la réalité. Je pense que continuer à à ne pas jouer en bourse, à financer des choses intelligentes et à détenir des actifs physiques comme de l'or, comme de l'argent. Alors, pendant des années, on s'est foutu de la figure des gens qui prônaient l'achat d'or. Bon, maintenant, ils rigolent beaucoup moins, hein, l'or ayant entamé sa hausse. L'argent, même s'il a monté beaucoup, est encore quelque chose d'intéressant parce que il se trouve que dans le sol, vous avez à l'heure actuelle beaucoup moins d'argent que ce qu'on va en utiliser dans les 10-15 ans à venir. Et donc, vous aurez un déficit de l'offre par rapport à la demande. Et ça, en général, ça fait plutôt monter plutôt que baisser. Donc, vous pouvez continuer sur le long terme avec de Donc, en dépit des hausses de 27% de l'or depuis le début de l'année et de 52% à l'heure où nous enregistrons de l'argent, on reste acheteur d'argent. Parce que vous avez un objectif sur l'argent qui est largement au-dessus. Enfin, on peut très bien, à moyen long terme, voir un argent dépasser largement les $100. Vous aviez une position récurrente et forte sur la dette américaine. Vous disiez il faut en détenir. Le pari était judicieux en l'occurrence. Est-ce que c'est toujours le cas là ? Je crois qu'on peut toujours en détenir parce que c'est pas avec la masse de dette qu'on a fait en plus là pour essayer d'enrayer la crise sanitaire. En fait, la crise sanitaire n'est qu'un élément catalyseur. Ça n'est absolument pas le problème. Le problème, il est là depuis 2009. Hein, donc, et toutes les bêtises qu'on a faites de gestion de cette crise. Donc, et là, vous avez aujourd'hui une masse de dette qui est tellement importante que Monsieur Powell peut toujours raconter ce qu'il veut sur peut-être qu'un jour les taux monteront parce que peut-être un jour les objectifs d'inflation à 2% seront dépassés. C'est une blague. Donc vous pouvez en effet continuer à avoir des taux longs américains. Vous verrez probablement, alors je ne vais pas vous donner de date parce que j'en ai pas, mais vous verrez probablement à un moment ou à un autre les taux passer en dessous de zéro aux États-Unis, même aux États-Unis. Donc voilà. Vous disiez également qu'il fallait détenir des positions sur le pétrole. Alors c'est un investissement compliqué, hein, disons-le tout de même pour un particulier. C'est compliqué parce qu'on a l'effet contango avec les ETF, donc on peut avoir raison avec la direction et voir sa performance négative. Hein, donc, c'est compliqué. La seule chose, alors le pétrole a rebondi, il est resté là pour l'instant quand même assez en dessous des $50. Le WTI vaut entre 40 et 43, quoi, quelque chose comme ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les Américains continuent à être en perte, hein, que les Russes sont en gain, que les Arabes aussi, et que tout ce qui est offshore profond, Norvège, etc., sont dans les cours, quoi.
Donc, ils perdent pas d'argent, mais ils sont dans les cours. Les Canadiens, ils sont morts, on l'a dit, mais ça fait déjà un moment. Et le schiste américain est complètement encore à la rue. Donc, je pense que ça va durer pendant un petit moment. Vous pouvez avoir, en cas de retour violent sur la bourse, parce qu'on va jouer cette récession économique qui est encore là, hein, et qui n'est pas encore au fond du trou. On va l'avoir, le fond du trou, il est devant nous, il n'est pas derrière. Eh bien, à ce moment-là, vous pouvez avoir un repli du pétrole et repasser en dessous des 30, voire 25, pourquoi pas, avant de repartir. Mais ce que je vous ai dit, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que dès que vous passez en dessous de 30 sur le pétrole, vous pouvez en acheter parce que à optique long terme, vous irez voir entre 40 et 60, voire 60 ou 70. Mais est-ce que c'est pas plus simple pour un particulier d'acheter des majors, tout simplement? Alors vous pouvez, mais les majors, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que vous n'avez pas que de la production d'abord, vous avez du raffinage, vous avez des choses qui ne marchent pas de la même façon, vous avez une major française comme Total qui est aussi impactée par le dollar. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, évidemment, c'est ce que je vous disais à ce moment-là, au mois de mars, je vous disais, évidemment, il y a une volatilité beaucoup plus importante sur les pétrolières, et donc, évidemment, il y a plus d'argent à faire. Mais attention, parce que c'est plus compliqué. Vous étiez convaincu également par Gazprom. Ça n'a pas fait grand-chose. Qui n'a pas bougé. On est toujours sur les mêmes cours, mais là aussi, vous aurez probablement une prise de conscience un jour que Gazprom, lui, contrairement aux boîtes de schiste américains, aujourd'hui, il gagne de l'argent. Le coût moyen d'extraction en Russie, c'est 19 $. Bon, quand il est à 43, il gagne du pognon. Donc, c'est intéressant. Olivier, merci pour ce tour d'horizon et à très bientôt. À bientôt.